Moi, personnellement, quand je vois ces images, je vois une sorte de cafard qui se fait écraser. Moi, personnellement, quand je vois ces images, je vois une sorte de cafard qui se fait écraser. Moi, personnellement, quand je vois ces images, je vois une sorte de cafard qui se fait écraser. C'est là qu'il a été écrasé, tout un immeuble sur le nez. Moi, personnellement, quand je vois ces images, je vois une sorte de cafard qui se fait écraser et rien d'héroïque du tout. On voit quelqu'un de détruit, quelqu'un qui a perdu évidemment la guerre et qui est en train de se faire éliminer par son ennemi juré, par les gens qui le détestent le plus, c'est-à-dire les Juifs. C'est l'humiliation ultime. Une lâcheté incroyable parce que d'abord, il a eu surtout peur d'être capturé vivant. Il n'est pas mort héroïquement du tout. Sa plus grande crainte, c'était d'être capturé vivant et de faire l'objet d'un procès retentissant qui aurait permis à Israël, d'ailleurs, comme pour le procès d'Adolf Eichmann, l'ancien nazi, de expliquer au monde toutes les atrocités que cet homme avait commises. On trouve aussi dans la documentation qui était sur Sinwar lui-même, qui s'apprêtait en fait à s'enfuir, avec des faux passeport et de l'argent, on trouve dans cette documentation la lâcheté depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, il s'est encouru dans les tunnels avant tout le monde. Il a laissé tomber non seulement les Gazaouis, mais même ses propres combattants terroristes pour aller se mettre à l'abri lui et lui seul. Il a tout fait pour survivre. Aux dépens des autres. Donc je vois vraiment pas ce qu'on peut trouver d'héroïque dans les images qu'on nous montre. Oui. On voit un type complètement détruit et moi je me réjouis de les voir. Je regrette effectivement qu'il n'a pas été capturé vivant pour rendre compte de ses crimes. Alors, une autre question aussi se pose dans cette actualité, ce contexte, c'est la riposte israélienne à l'Iran qui est toujours attendue plus de 20 jours après l'attaque iranienne sur le territoire israélien. On sait que les États-Unis sont aux côtés d'Israël. La batterie de défense antimissile américaine est désormais d'ailleurs opérationnelle en Israël. Est-ce qu'on va s'attendre là dans les prochains jours, peut-être même les prochaines heures, à une attaque d'Israël contre l'Iran? Elle peut avoir lieu à tout moment, mais rien ne presse dans la mesure où effectivement les Iraniens, on veut s'assurer du soutien américain et pas un soutien juste politique ou financier, mais bien physique, concret sur le plan ontologique de la défense antiaérienne, ce qui est effectivement le cas avec non seulement la batterie THAAD qui vient d'être déployée sur le sol israélien, donc une batterie très très puissante américaine avec une centaine de soldats américains qui doivent en assurer le fonctionnement, mais aussi la présence massive en Méditerranée de navires de la marine américaine qui sont capables de doubler tout simplement notre capacité de nous défendre contre les attaques iraniennes. Et en plus, rien ne presse parce que nous jouons avec les nerfs des Iraniens. Les Iraniens sont en pleine panique, en pleine paranoïa, parce qu'ils ne savent pas du tout par où ça va venir, quand ça va venir. Et donc, c'est excellent. On est en train de les fatiguer avec ces jours d'attente pendant lesquels ils ne savent plus où donner de la tête. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. Israël, c'est pour l'éternité, l'éternité. Toutes les guerres, Israël les a gagnées. Car Dieu l'éternel, Dieu est à ses côtés. Tous les ennemis d'Israël seront terrassés. Jean-Luc Mélenchon pleure ce soir. Le petit Macron tremble dans le noir. Les deux antisionistes ont les boules, mais pour nous les Hébreux, tout roule. Les ombres passent, mais la lumière reste. Les ennemis d'Israël de peur empestent. Ils ont beau se cacher le jour
Israël, c'est pour l'éternité, l'éternité. Toutes les guerres, Israël les a gagnées. Car Dieu l'éternel, Dieu est à ses côtés. Tous les ennemis d'Israël seront terrassés. Soyez heureux vous les amis d'Israël, car pour nous la vie sera belle. Mais tous ceux qui haïssent le peuple hébreu auront un avenir très douloureux. Ils seront pour toujours malheureux. Ils seront jugés et condamnés à souffrir pour l'éternité. Parce que s'ils le veulent en plus. Mais ils non, le veulent. mais personne ne veut mourir. 2,2 millions de civils gazaouis on le sait très bien, il y a eu des témoignages sur un bombardement simple. Ils mettent la pression aux familles de rester alors que ça envoie des messages de dire sortez, ils les font rester. Ce que vous dites, c'est que le Hamas utilise sa population comme non seulement il l'utilise, mais il y a une belle volonté de mourir en martyr. Ils sont contents. Les femmes dans la bande de Gaza sont contentes lorsqu'elles mettent enceinte un enfant de le faire mourir en martyr. Elles sont fières de ça. Même si on a 5-6 qui sont morts dans un immeuble, elles sont contentes. Elles sont fières de ça. Voir les images c'est ça la réalité. De Gaza, c'est ça qu'on des combat. enfants, c'est ça qu'on des combat. familles entières une idéologie qui courent avec leurs assiettes et leurs marmites parce qu'ils crevent de faim et parce qu'il y a des gens qui sont mutilés. Le cinéma, c'est arrêtez le sous cinéma. les décombres. C'est du cinéma. Et il y a un transfert de population entière. 2,2 millions de Gazaouis qui veulent se faire sortir. Hollywood. Je demande le gong. Hollywood. Je demande le gong. Mettre un pouce vers le haut. Merci. On tue pas 35 000 bébés. 200 000 morts. On tue pas 30% de femmes. C'est pas un chiffre qui est tolérable. Le monde ne peut pas accepter ça. Amir Badram, j'ai une proposition à vous faire. Allez à Khartoum, pardonnez-moi, au Soudan, il y a 200 000 morts, il y a 12 millions de personnes déplacées. Mais quel rapport? Est-ce que vous croyez que je suis d'accord qu'il y ait quelqu'un qui meurt sur cette planète, peu importe s'il est palestinien, soudanais ou s'il est juif? Mais il faut arrêter la guerre, il faut arrêter de tuer les gens. C'est ça ce qui est important. Ce n'est pas de compter les morts des autres en disant que les nôtres sont moins. Donc, est-ce qu'on vous parle du Soudan? Est-ce qu'on en parle du Soudan maintenant? Parce que les Juifs ne sont pas là-bas. Donc, en effet... Mais on est en train de parler du Gaza, du conflit palestinien-israélien. Ça serait dommage parce que si on amenait un tout petit peu... S'il vous plaît, laissez-moi finir, après vous pourrez continuer. Si on amenait un tout petit peu l'attention sur ce qui se passe au Soudan ou alors sur une autre partie de l'humanité... N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour soutenir Israël. Michel Mimran, je commence avec vous. Que Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir soient ou ne soient pas de votre tasse de thé, est-ce que vous approuvez ces sanctions de ces 5 pays contre ces ministres? Absolument pas. Absolument pas. C'est véritablement un scandale. La vraie question, c'est de quoi est-ce que c'est révélateur? Je pense que c'est révélateur du fait qu'Israël a tendance à être de plus en plus marginalisé sur la scène internationale, et c'est ça qui doit nous alerter. Ça révèle également une obsession. Parce qu'on a l'impression que la Nouvelle-Zélande est en train de vouloir sanctionner des ministres israéliens. Je ne suis pas certain que les mêmes en Nouvelle-Zélande soient capables de nommer le nom des ministres qui au Soudan ou au Congo sont en train de plonger les populations dans un véritable désastre humanitaire. Donc il y a une véritable obsession que l'on sent. J'ai envie de dire que ça ne nous apprend rien. Je note qu'il y a un consensus dans la classe politique israélienne pour condamner ces sanctions, même dans l'opposition, finalement personne n'y est favorable. En revanche, voilà, c'est révélateur d'un contexte qui est alarmant. Rachel Bourlier, est-ce que ces pays piétinent la démocratie israélienne avec de telles sanctions? Alors, oui et non, parce qu'en fait, c'est des phrases, c'est des punchlines pour satisfaire la rue et surtout une certaine catégorie de la population et leur électorat. Mais
sincèrement, certains pays comme par exemple la Grande-Bretagne, je ne suis pas certaine qu'il y aura des conséquences avec Israël puisque par rapport à leur économie, ils continuent de travailler, les enjeux sont trop importants, on le voit de manière, par exemple, les contrats sur la technologie, la médecine, ils continuent à garder des rapports très privilégiés, donc je ne suis pas certaine que ça a des conséquences, mais en termes d'image, oui, bien évidemment, sur la scène internationale, c'est dramatique. Mais certains pays continuent à rester, je dirais même, amis. L'Angleterre continue de travailler et à garder des liens économiques avec Israël. Maintenant, il faut reconnaître que si ces pays-là, vous leur posez la question de dire est-ce que vous avez envie d'aller vivre, par exemple, à Damas, à Téhéran, au Yémen ou au Soudan ou à Tel Aviv, je pense que ces dirigeants vous diront qu'ils préféraient aller vivre à Tel Aviv. Tout ça, c'est une hypocrisie incroyable. Donc, bien évidemment, je vous le redis encore, en ce moment, Israël, il y a une folie qui s'empare de Gaza et tout ça pour faire plaisir à une population, à une rue, et c'est dramatique pour les Israéliens parce que quand vous voyez que certains Israéliens ne peuvent plus voyager, doivent demander un visa, ça a des conséquences folles pour la population israélienne. Et le ministre israélien des Finances n'a pas tardé... Plus que pour des ministres. Et le ministre israélien des Finances, on va l'écouter, n'a pas tardé à réagir. Je vous propose de l'écouter. J'ai dit hier en plaisantant que je ne savais pas ce que j'allais faire de tous mes biens au Royaume-Uni ou de mes comptes bancaires en Nouvelle-Zélande. Dieu merci, je n'en ai aucun. Ces sanctions ne m'intéressent pas. Je n'ai rien à faire dans ces pays antisémites, donc je n'irai pas là-bas non plus. Ce ne sont pas les pays, mais les gouvernements de gauche de ces pays qui se sont simplement convertis à l'islam à cause de l'immigration musulmane. Ce que sous-entend Bezalel Smotrich ici, c'est que ces sanctions sont liées à des pressions d'une catégorie de la population de ces pays, et donc ils ont pris ces sanctions pour peut-être calmer une partie de leur population. C'est ce que dit Bezalel Smotrich. Vous êtes d'accord avec ça? Entièrement. On l'a souvent évoqué sur ce plateau, Raphaël. C'est clair, il est évident. De la même manière qu'on a souvent parlé aussi de la France insoumise et de leur position vis-à-vis d'Israël. On sait très bien que ce genre de parti, que ce soit en France, en Angleterre, au Canada ou ailleurs, cherche à finalement un électorat, satisfaire un électorat, une rue arabe de plus en plus violente, de plus en plus islamisée. Donc ils sont obligés de changer de logiciel. Ou c'est toujours un logiciel peut-être qu'ils avaient, parce que ce sont des gouvernements aussi de gauche. Donc je ne suis pas surpris par ces positions-là. Mais quand on a aujourd'hui un gouvernement de gauche, qu'on dirige un pays, il faut satisfaire la rue arabe, qui est majoritairement... sont des islamisés. Les banlieues islamisées en France et un petit peu partout en Europe font pression sur les gouvernements et donc automatiquement ces gouvernements prennent une position qui est très très virulente vis-à-vis d'Israël. Et je ne suis pas surpris par ces condamnations, mais ça prouve en même temps que eux sont dans une position où justement on voit ce qu'ils accusent finalement d'être Smotrich et Ben Gvir d'être responsables par des violences en Judée-Samarie. Eux sont victimes de violences. Ils sont plus capables de contrôler leur rue. Leur population finalement, Raphaël, rase les murs en Europe. On voit que les gens, c'est de plus en plus anxiogène. Les gens ne sortent même plus dans la rue en sécurité. Et ils viennent nous dire à nous, le seul pays au monde peut-être qui essaie de se défendre fièrement avec ses valeurs, avec son identité face à la barbarie islamiste, eh bien ils viennent nous accuser à nous. C'est ça la lâcheté, Raphaël. C'est ça la capitulation. Et on l'a vu pendant plusieurs fois dans l'histoire, dans de nombreux conflits. Notamment en 39-45 et ça recommence. C'est-à-dire que les nouveaux collabos aujourd'hui ont changé. Vous allez quand même loin dans vos accusations. Oui, Amir Badran, une réaction. Ouais, vous savez, il y a une large différence entre vouloir se défendre et attaquer des gens et tuer des bébés et des femmes. Maintenant, il faut comprendre d'où vient cette volonté de sanction. Il faut savoir qu'il y a 3 points principaux le monde entier ne peut plus continuer à encaisser. Une politique de violence décollant envers les Palestiniens, que ce soit à Gaza et que ça reste toujours en Cisjordanie.
Exemple, le tweet de Smotrich qui disait il faut leur brûler le village de Khouara, une expansion interdite des colonisations qui ne cesse de continuer, même maintenant en plein guerre à Gaza, des implantations sont en Cisjordanie, et il y a une nouvelle occupation de Gaza, une volonté d'annexer ce territoire. Et le troisième point, c'est une atteinte aux droits de l'homme, une atteinte dans laquelle le gouvernement israélien est en train d'affamer, assoiffer, transférer le peuple palestinien. Tout ça, c'est contraire aux droits de l'homme. Maintenant, il faut comprendre les sanctions. Laissez-moi vous dire ce qu'il faut faire. La pression internationale, ces sanctions-là viennent comme une pression internationale. Et cette pression-là, elle a un effet domino. C'est-à-dire, on essaie de voir comment est-ce qu'on voit d'autres pays qui joignent cette position dans laquelle ils condamnent Israël, parce qu'il est temps de voir la réalité en face et de cesser de se mentir. Maintenant, ceci dit, il faut comprendre que ces sanctions s'avèrent être des sanctions diplomatiques, moins vraiment qui veulent taper et cogner, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte d'une certaine de faire Ben Gvir et Smotrich reculer un peu. Il faut rappeler que ces sanctions sont là pour distinguer le gouvernement israélien du peuple israélien, c'est-à-dire que ces États, ces pays qui condamnent Smotrich et Ben Gvir sont là pour dire on est avec le peuple israélien, mais on est contre les actions et la politique de ce gouvernement, ainsi que lorsqu'on est en train de parler de ces ministres concernant qu'on est différents. Si je peux me permettre une petite minute, rapidement, très rapidement, vraiment très rapidement. Il y a Paris, Michel Numor. D'accord, après si c'est allez-y, je vous écoute rapidement par rapport à ça, c'est intéressant. Juste pour dire que cette histoire, elle révèle quelque chose de relativement anecdotique, mais très important. C'est que ça fait un moment qu'on se pose la question de savoir si les déclarations de Smotrich et de Ben Gvir engagent le gouvernement. Est-ce qu'elles sont représentatives de ce que pense le gouvernement? C'est pour ça qu'une coalition qui est composée de beaucoup de partis, on va dire une coalition hétéroclite, finalement finit par créer une sorte de comportement individualiste de la part de certains ministres. Et il semblerait que ce qui est dit parfois Smotrich ou ce qui est pu dire Ben Gvir, d'une certaine façon, représenter le gouvernement d'Israël sans avoir l'aval de Netanyahou ou d'autres partis. Et c'est ça qui est un peu problématique au fond, c'est que beaucoup d'États ou de médias, peu importe, où l'opinion condamne le gouvernement israélien en raison des déclarations particulières de Smotrich et de Ben Gvir. Et donc je pense qu'un peu de retenue sur les déclarations sur les colonies, l'aide humanitaire, l'occupation de Gaza, etc., peut-être que toutes ces déclarations incendiaires et inutiles auraient évité de rajouter de l'huile sur le feu. D'un autre côté, on a vu aujourd'hui des images impressionnantes à la Knesset. Ouais. Javier Milei, le président argentin, qui vient, qui rencontre Netanyahou, qui rencontre Yitzhak Herzog, qui rencontre des familles d'otages dont les otages ont la double nationalité argentine. Rachel Bourlier, on voit quand même qu'il y a eu aussi la condamnation de Marco Rubio de l'administration Trump de ces sanctions. Il y a Javier Milei en Israël qui a un soutien inconditionnel à l'État hébreu et au gouvernement israélien. Israël n'est pas totalement au banc des nations. Ben, heureusement, il y a des gens normaux, pardonnez-moi, mais on va juste quand même relativiser et remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu le 7 octobre. Alors, si on va prendre l'exemple de la France, parce que nous sommes à Paris, donc si on devait se mettre à l'échelle de la France, 10 000 morts et à peu près 17 000 personnes enlevées. On attendrait quoi de notre gouvernement français? Je pense qu'on aurait des personnes qui réagiraient de la même manière que Smotrich, qui serait très virulent, qui dépasserait peut-être les bornes. Alors je pense à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est quand même déjà sans ça, il y va fort. Et on aurait sur la scène internationale des personnes qui demanderaient le cessez-le-feu, qui diraient calmez-vous, calmez-le, il va trop loin. Donc on peut peut-être comprendre, oui, les Israéliens ont besoin d'aller chercher les otages, d'aller arrêter, démilitariser le Hamas. Et donc heureusement que là, Marco Rubio est en train de dire non, calmez-vous. Et on a le président argentin, dommage qu'il ne soit pas venu avec Lionel Messi, ça c'est pour vous, petit clin d'œil sur le football, là, pour essayer de calmer. Mais alors moi j'aimerais juste revenir sur un chiffre, si vous le voulez bien. Allez-y. Parce que comme vous avez votre Amir Badran va m'en vouloir, mais on va prendre les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, organisme bien évidemment fiable, très sérieux et indépendant comme nous le savons.
savons tous. Exactement. 60 000 morts, dont au moins un tiers de militaires, ça c'est pour vous, moi j'emploierais le terme terroriste, dont on le sait bien, sincèrement la guerre, j'ai un scoop pour vous Amir Badran, ça fait des morts. Comme vous voyez, l'eau ça mouille. Donc sincèrement, est-ce que vous j'ai un croyez scoop pour vous, vous savez que même les guerres sont gérées par le droit international, il y a ce qu'on appelle le droit de guerre. Quand on est allé à Mossoul, les morts collatérales, s'il vous plaît, quand on est allé à Mossoul, quand on est allé à Mossoul, il y a eu malheureusement des civils qui sont morts et ils étaient nombreux. Alors vous savez, non mais malheureusement on tue pas 35 000 bébés. 200 000 morts. On tue pas 30% de femmes. C'est pas un chiffre qui est tolérable. Le monde ne peut pas accepter ça. Amir Badram, j'ai une proposition à vous faire. Allez à Khartoum, pardonnez-moi, au Soudan, il y a 200 000 morts, il y a 12 millions de personnes déplacées. Mais quel rapport? Est-ce que vous croyez que je suis d'accord qu'il y ait quelqu'un qui meurt sur cette planète, peu importe s'il est palestinien, soudanais ou s'il est juif? Mais il faut arrêter la guerre, il faut arrêter de tuer des gens. C'est ça ce qui est important. Ce n'est pas de compter les morts des autres en disant que les nôtres sont moins. Donc, est-ce qu'on vous parle du Soudan? Est-ce qu'on en parle du Soudan maintenant? Parce que les Juifs ne sont pas là-bas. Donc, en effet... Mais on est en train de parler du Gaza, du conflit palestinien-israélien. Un tout petit peu... S'il vous plaît, laissez-moi finir, après vous pourrez continuer. Si on amenait un tout petit peu l'attention sur ce qui se passe au Soudan, ou alors sur une autre partie de l'humanité, les femmes afghanes. Ce sont les oubliés de l'humanité. On aurait pu tuer encore plus de Palestiniens sans qu'il y ait quelqu'un qui réagisse. C'est ça ce que vous voulez dire. C'est ça votre logique. C'est ça votre logique. Il faut regarder ailleurs pour ne pas voir le nombre de Palestiniens qui sont tués et blessés, c'est ça? Absolument pas. Je vous dis que là, le courage de certaines femmes, elle est à géométrie variable. Les femmes afghanes, on les oublie totalement. Elles sont quasiment... Mais parlez de ce qui est... Amir Badran, Rachel Bourlier. Le sujet, et c'est la guerre entre Israël Il y a un nouveau classico qui se met en place entre Amir Badran et Rachel Bourlier. Est-ce que une réaction, David Antonelli? Je vous dis juste que le courage est à géométrie variable. David Antonelli. Allez-y. Rachel a entièrement raison. Bien sûr que ça a géométrie variable. Par contre, non. Mais bien évidemment que lorsqu'on a en plus une guerre, Raphaël, que nous devons mener face à on ne sait même pas comment on les nommer, des barbares bien sûr, mais qui sont prêts à faire mourir en martyrs toute leur population, à les donner. Bien entendu qu'il y a beaucoup d'enfants et de femmes qui meurent, parce que s'ils le veulent en plus. Ils le veulent. Personne ne veut mourir. 2,2 millions de civils gazaouis. On le sait très bien, il y a eu des témoignages. Sur un bombardement simple, ils mettent la pression aux familles de rester, alors que ça envoie des messages de dire sortez, ils les font rester. Ce que vous dites, c'est que le Hamas utilise sa population comme... Non seulement il l'utilise, mais il y a une volonté de mourir en martyrs. Ils sont contents. Les femmes dans la bande de Gaza sont contents lorsqu'elles mettent enceinte un enfant de le faire mourir en martyr. Elles sont fières de ça. Même si on a 5-6 qui sont morts dans un immeuble, elles sont contentes. Elles sont fières de ça. Voir les images c'est ça la réalité. De Gaza, c'est ça qu'on combat. Enfants, c'est ça qu'on combat. Des familles entières une idéologie qui courent avec leurs assiettes et leurs marmites parce qu'ils crevent de faim et parce qu'il y a des gens qui sont mutilés. Le cinéma, c'est arrêtez le cinéma. Sous les décombres. C'est du cinéma. Et il y a un transfert de population entière. 2,2 millions de Gazaouis qui veulent se faire sortir. Hollywood. Je demande le gong. Hollywood. Je demande le gong. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped,
Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs.
That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you. Cette photo a fait le tour du monde. Une policière israélienne a sauvé des décombres vendredi soir un nourrisson de 3 mois. Le papa du bébé, Ariel Levin-Waldman, a répondu aux questions d'I24 News et celles surtout de Loïc Stechar-Chokroun. Je vous propose de l'écouter. C'est vraiment triste que les circonstances soient ce qu'elles sont. Je peux heureusement vous dire, et c'est un miracle, que nous sommes tous physiquement sains et saufs. Si vous aviez vu la maison, et je suis sûr que vous montrez les images de ce qu'il en reste, quand je parle de miracle, il est évident pourquoi je le dis. Rien, absolument rien dans cette maison n'aurait dû survivre sans une forme d'intervention divine. Quant à ce qui s'est passé, l'histoire est désormais assez connue. Tout le monde a reçu le même message vers 5 h du matin. Évidemment, on a couru au sous-sol avec ma femme et les enfants pour se réfugier dans l'abri. On attendait que son père descende les escaliers et c'est à ce moment-là que le missile a frappé directement à la maison. Un flash de lumière aveuglante, un bruit assourdissant, c'est indescriptible à cette distance. Puis tout est devenu noir. C'était la fin. L'air était rempli de poussière de béton vaporisé et tout ce que j'entendais, c'était des cris. Ma femme criait, mes 2 enfants criaient, ma belle-mère qui était dans l'abri criait, et pour être honnête, moi aussi je criais. On ne prend pas un missile en pleine figure en gardant son sang-froid, disons-le clairement. Cela dit, j'ai été le premier à reprendre mes esprits. J'ai réussi à attraper ma lampe torche pour essayer de comprendre ce qui se passait dans l'abri, mais on ne voyait rien, il y avait trop de poussière dans l'air. En me déplaçant, j'ai vu ma belle-mère coincée contre un mur, écrasée par une armoire soufflée de l'autre côté de la pièce par l'onde de choc. Le sol et les murs étaient déformés, l'abri était pourtant enterré, mais manifestement pas conçu pour encaisser une frappe à bout portant. Il avait littéralement explosé. J'ai réussi à dégager l'armoire, j'ai pris mon plus jeune enfant qui avait moins de 2 mois sur mon épaule, et avec l'autre bras, j'ai repoussé l'armoire. J'ai réussi à faire sortir ma femme et notre autre enfant de 2 ans et 10 mois par une ouverture dans les décombres. C'est à ce moment-là qu'on a entendu des voix, les secouristes venaient d'arriver, ils avaient entendu ma belle-mère crier. En sortant des ruines, je me suis retourné pour aider ma femme avec le petit. J'étais pieds nus, il y avait du verre brisé partout, impossible d'avancer. J'ai donc confié notre bébé de 2 mois au premier secouriste à portée de main. Puis je suis retourné aider ma femme avec notre aîné. Mais en me retournant, plus aucune trace de notre bébé. Elle avait disparu. En réalité, le secouriste l'avait emmené au bout de la rue vers un policier qui l'a ensuite dirigé vers une zone de premiers soins. Ça a immédiatement déclenché des rumeurs. On croyait qu'un enfant manquait à l'appel. Et là, je me retrouve à courir dans la rue presque nu en hurlant « Où est mon bébé ? Où est mon bébé ?» Les gens pensaient qu'elle était encore sous les décombres. Israël, c'est pour l'éternité, l'éternité. Toutes les guerres, Israël les a gagnées. Car Dieu l'éternel, Dieu est à ses côtés. Tous les ennemis d'Israël seront terrassés. Soyez heureux vous les amis d'Israël, car pour nous la vie sera belle. Mais tous ceux qui haïssent le peuple hébreu